Bienvenue dans notre débat. Nous nous intéressons ce soir aux ventes d'armes au Moyen-Orient. Hier, nous avons appris que les États-Unis avaient vendu pour plus d'1 milliard de dollars d'armes à l'Arabie Saoudite. Il s'agit de chars, de véhicules blindés, de mitrailleuses lourdes et de munitions. C'est le département d'État qui a approuvé cette vente importante d'équipements de défense à Riyad. Les États-Unis affirment que cela va permettre d'améliorer, je cite, la sécurité d'un partenaire régional stratégique qui a été et qui continue d'être un acteur leader pour la stabilité politique et les avancées économiques du Moyen-Orient. Pour en parler avec moi sur ce plateau, Mathieu Anquet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes consultant en géopolitique à la CEIS, la compagnie européenne d'intelligence stratégique. Avec moi également Aymeric Eluin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la campagne Armes et Impunité pour Amnesty France. Alors, on parlait à l'instant de cette vente d'armes. L'Arabie Saoudite a repris hier ses bombardements sur le Yémen après l'échec des pourparlers. Dans leur communiqué, je l'indiquais, les États-Unis n'ont à aucun moment évoqué ce conflit au Yémen. Pourtant, on peut se poser quand même cette première question. Ces armes, est-ce qu'elles ne vont pas alimenter ce conflit ? Il y a de fortes chances. Les pourparlers de paix concernant le Yémen se sont achevés, échec total. Quelques heures plus tard, un jour plus tard, on apprend qu'il y a cette vente de chars et de mitrailleuses lourdes. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite lorgne depuis un moment sur l'acquisition de chars, et notamment sur des chars français. Au Yémen, les Émirats arabes unis ont engagé 2 bataillons, 80 chars Leclerc, qu'on leur a vendus il y a quelques années. Et l'Arabie Saoudite et ses partenaires régionaux a été impressionné, entre guillemets, par ces chars. Donc ça fait un moment qu'ils réfléchissent à l'acquisition de chars de combat. Et là, ce ne sont pas les Français qui remportent la mise, ce sont les Américains. Donc c'était un événement attendu. On a tous été pris un peu de court. C'est dommageable. Il est regrettable qu'il y ait une telle vente en ce moment même. De quelle sécurité parlons-nous ? Quand on parle de sécurité dans la région, on a tous en tête l'Irak, la Syrie, l'Arabie Saoudite, les tensions irano-saoudiennes. La situation dans cette région du monde n'appelle pas de nouveaux transferts d'armes. Bien sûr que non. Ce n'est pas comme ça que l'on va contribuer à la paix et à la protection des droits humains et du droit international militaire dans cette région. Je rappelle que la coalition militaire emmenée par l'Arabie Saoudite au Yémen, pour ne parler que de cette zone, a commis un certain nombre de crimes de guerre qui ont été largement documentés par les Nations Unies. Et il y a quelques jours encore, les Nations Unies sortaient un rapport dénonçant des frappes aériennes saoudiennes avec des morts de civils. Il y a 787 enfants qui ont été tués suite aux interventions de la coalition saoudienne. En quoi la mort de ces enfants, dont la coalition est responsable à 60%, contribue à la sécurité de la région? En quoi? Oui, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, Mathieu Anquet, ça veut dire qu'en fait, finalement, de toute façon, il doit y avoir des dommages collatéraux. C'est comme ça en temps de guerre? Alors, moi, qu'on me cite une guerre propre, malheureusement, il y a des victimes civiles de plus en plus, historiquement, depuis... ceci dit, même si on remonte à la guerre de 30 ans, là, il y a eu énormément de pertes civiles, ou encore la guerre de 100 ans, mais inutile de remonter jusque-là. Moi, je crois que ce qui est important de voir dans cette situation, c'est que pour l'Arabie Saoudite, l'opération qu'elle mène au Yémen est perçue quelque part comme étant largement défensive. Ils souhaitent se défendre. Leur intervention a été justifiée par le gouvernement. Parce que le gouvernement yéménite les a appelés, leur a demandé. Reconnu par la communauté internationale, les a appelés. Le Yémen est dans un état de guerre civile depuis 2011, puis on peut remonter beaucoup plus loin, la guerre entre le Yémen du Nord et le Yémen du Sud. Pour l'Arabie Saoudite, la hantise, quelque part, de l'Arabie Saoudite, c'est d'avoir sur son flanc sud un Yémen réunifié par des Houthis qui sont, je le rappelle, des chiites zaïdites. Ce ne sont pas les mêmes chiites que les Iraniens. Mais soutenus par les Iraniens. Alors, soutenus en partie par les Iraniens, qui alimentent les rebelles essentiellement en armes et en entraînement, en fond. Mais voilà, pour l'Arabie Saoudite, il s'agit d'une opération largement défensive, perçue comme telle, que ce soit vrai ou non. Évidemment, les civils en paient le prix. Oui, mais quand on achète des chars, est-ce qu'on envisage peut-être plus tard une intervention au sol ? Ah mais bien sûr, on n'achète pas des armes terrestres pour ne pas envisager d'être amené un jour, si nécessaire, de s'en servir, bien entendu. Sauf que je rappelle que le Yémen est un État surarmé, la population civile elle-même est une population
armée où chaque homme, voire chaque adolescent, minimum, la djembia, le couteau et la kalachnikov. On est dans un état, il y a des stocks d'armes également très très importants, donc c'est une zone extrêmement dangereuse, y compris si jamais il y a une intervention massive au sol, ça risque d'être extrêmement dangereux, y compris pour la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Et ça pourrait être le but justement de l'Arabie Saoudite, toujours plus, aller toujours plus loin justement pour préserver le Yémen et puis les alliances que le Yémen pourrait avoir avec l'Iran? Oui, tout à fait. Il faut quand même aussi rappeler un certain nombre de chiffres. En 2015, les 300 ONG qui travaillent dans la coalition contre les armes ont recensé le fait que l'Arabie Saoudite avait décroché pour 25 milliards de contrats, 25 milliards de dollars de contrats d'armement. Alors, le contrat américain peut paraître une goutte d'eau, c'est 1,5 milliard. Mais finalement, 1 milliard, un peu plus d'1 milliard, on se dit en effet. Quand on utilise ces armements, quand on achète de tel type d'armement, c'est pour s'en servir, ça c'est évident. Donc l'opération au Yémen se fait à la fois par voie aérienne et par voie terrestre. Donc il est fort probable qu'ils vont s'en servir. Et nous appelons à la cessation de tous les transferts vers la région. Rappelons que l'Arabie Saoudite, c'est aussi c'est le deuxième pays importateur au monde. L'Inde est le premier, l'Arabie Saoudite est le second. Il n'est jamais salutaire de voir dans une situation de crise les transferts d'armes ne cesser d'augmenter. Et d'ailleurs, on voit bien que les Saoudiens sont gênés aux entournures, puisqu'ils voient un petit peu la bronca, notamment au niveau de l'Union européenne, où le Parlement européen a adopté une résolution incitant l'Union européenne à adopter un embargo ou à cesser les transferts d'armes vers l'Arabie Saoudite. Et très récemment, le vice-ministre et ministre de la Défense, le nouveau, a indiqué que l'un des objectifs de l'Arabie Saoudite serait bientôt d'avoir une industrie de l'armement pour être indépendant. Donc, on voit que les choses ne sont pas aussi simples que ça et qu'il y a comme... L'Arabie Saoudite comprend qu'elle ne peut pas tout faire, qu'aujourd'hui elle est contestée et elle est légitimement contestée. Le groupe d'experts des Nations Unies rapporte que 119 opérations aériennes ont eu lieu en toute illégalité par rapport au droit international humanitaire. 119 interventions, quoi. C'est absolument colossal. Et quand on fait dans une guerre des civils la première cible, ce n'est pas une guerre. Une guerre, on s'attaque à des objectifs légitimes, des objectifs militaires. On ne s'attaque pas à des mosquées, on ne s'attaque pas à des écoles, on ne s'attaque pas à des marchés, on ne s'attaque pas à des lieux de mariage, on ne s'attaque pas à des hôpitaux. Vous avez recensé le nombre de communiqués de presse qui ont été sortis l'année dernière sur les hôpitaux qui ont été détruits suite à l'intervention de la coalition? C'est absolument hallucinant. On n'a jamais vu ça. Un droit international militaire remis en cause comme ça. Alors, sur les capacités de l'Arabie Saoudite à se doter d'un complexe militaro-industriel, c'est dans le plan à 30 ans du prince Mohamed, le vice-prince héritier... vice-ministre et ministre de la Défense. Il est ministre de la Défense, il est vice-héritier du trône. C'est un peu celui qui cherche c'est la figure montante qui doit se légitimer aussi. Donc il y a toute une dimension intérieure au sein de l'appareil, de cet appareil extrêmement compliqué qu'est la famille royale saoudienne, avec des jeux de factions absolument sans pitié. Et le prince Mohamed cherche à se positionner très clairement comme le futur leader. Et il a donc publié cet objectif à 30 ans de développement de l'Arabie Saoudite et l'industrie de l'armement, l'automisation de l'industrie de l'armement saoudienne est très clairement mise noir sur blanc pour s'affranchir de la dépendance qu'ils ont essentiellement à l'égard des Occidentaux. Cependant, les capacités industrielles et surtout de recherche et développement dans des domaines aussi précis et aussi complexes que les systèmes d'armes me permettent d'être relativement mesuré sur la capacité de l'Arabie Saoudite à être un jour complètement indépendante ou largement indépendante des importations d'armement. Mais c'est vrai que vous avez bien fait de rappeler ce fait que l'Arabie Saoudite est le deuxième acheteur d'armes au monde. Le budget de la défense est le 3e mondial, juste un peu après la Chine, mais largement devant la France. On cite des chiffres de l'ordre de 80 milliards de dollars par an, là où l'Iran en face, entre 10 et 20. Voilà, donc ça nous donne... Mais les Saoudiens ont aussi une telle peur
à l'égard de l'Iran, le souvenir de la guerre Iran-Irak, la concurrence entre ces deux puissances régionales, la concurrence également entre le leader perçu comme tel du monde chiite face au leader ou prétendant tel du monde sunnite en tant que gardien des seins de la Mecque et de Médine. Voilà, il faut bien comprendre que les Saoudiens ont une peur obsidionale de l'Iran, une peur de l'invasion. Bon, quand on étudie un petit peu les capacités conventionnelles iraniennes face aux capacités conventionnelles saoudiennes, on est dans l'ordre de montrer ses muscles. Justement, c'est un mauvais signe, selon vous, hein, cette vente d'armes des Américains aux Saoudiens, c'est un mauvais signal envoyé à l'Iran ? On peut se poser la question de savoir comment les Iraniens effectivement vont réagir. Et vous savez, comme tout le monde, que les négociations pour la levée des sanctions en Iran ont abouti. Les États-Unis ont été partenaires dans la négociation, comme un certain nombre de pays européens, notamment la France. Aujourd'hui, le grand jeu est rouvert et chacun sait que l'Iran et l'Arabie Saoudite sont à couteau tiré. Le plus inquiétant dans tout ça, c'est que on voit la limite des ventes d'armes et de la capacité des États à contrôler ce que vont faire les États acheteurs de leurs armes. Clairement, quand vous avez une relation aussi étroite, aussi poussée que la France ou les États-Unis avec l'Arabie Saoudite, puisque l'Arabie Saoudite, c'est le premier client de la France, il faut le savoir, on peut se poser la question légitimement de savoir dans quelle mesure la France, par exemple, est en capacité de dire au Royaume saoudien « Arrêtez là, arrêtez ». Vous violez le droit international humanitaire en permanence, vous ne respectez pas les consignes les plus élémentaires pour alerter les populations civiles lorsqu'il va y avoir un bombardement aérien sur des zones densément peuplées, par exemple. Que faites-vous ? Qu'êtes-vous en mesure de faire pour assurer, dans le cadre de votre relation stratégique, une relation équilibrée de façon à pouvoir vous faire entendre à un moment et dire à votre partenaire saoudien, ça suffit, respectez le droit international. Mais justement, à quel moment c'est possible de dire ça quand on a un pays comme la France, quand on a un pays comme les États-Unis, quand on a ces partenariats, quand il y a tout cet argent aussi qui est en jeu, parce qu'il y a toujours bien sûr l'argent qui est en jeu par rapport à ces armes qui sont vendues. C'est ça qui est intéressant en fait. La vente d'armes, finalement, pourrait se retourner contre nous comme une forme d'abandon de souveraineté. C'est-à-dire que la souveraineté implique d'être en capacité de pouvoir dire, s'exprimer et de peser face à ses partenaires, que ce soit en bilatéral, en multilatéral. Aujourd'hui, force est de constater qu'aucun message, a priori, n'a été envoyé aux Saoudiens permettant de s'assurer qu'ils respectent la légalité internationale lorsqu'ils interviennent dans un conflit armé comme au Yémen. Donc, est-ce que la France est souveraine aujourd'hui ? Vendre des armes, effectivement, c'est un acte souverain, mais le fait d'assurer une relation étroite sur la durée, ne permettant pas de peser sur le comportement de votre pays acheteur, ça peut être considéré comme un abandon de souveraineté. Et surtout, ce sont, encore une fois, les populations civiles qui payent le prix fort. Il y a éventuellement plusieurs moyens de perdurer, de continuer à tout de même avoir un dialogue avec un État acheteur comme l'Arabie Saoudite. Je pense par exemple à l'ensemble de la gestion du flux logistique de pièces détachées qui n'est pas généralement fournie tout d'un coup. Hein, c'est fourni au compte-gouttes, justement. Au compte-gouttes, petit à petit, en tout cas. C'est échelonné dans le temps, on va dire. Échelonné dans le temps. Il y a toute la question de la formation aussi, qu'il ne faut pas oublier. Les matériels vendus maintenant sont extrêmement complexes. Et il faut former. Et là, les Américains, justement, dans le contrat, il y a cette formation. Maintenant, qui est toujours dans quasiment tout contrat d'armement, que ce soit le Caracal, par exemple. Oui, la vente du Caracal, avec les hélicoptères. Tout à fait. Les hélicoptères, le Koweït, la France, le contrat qui vient d'être signé par le ministre de la Défense français avec le Koweït. Les chars Leclerc et Émirats Arabes Unis, bien sûr, les munitions sont fournies là maintenant. Voilà, il y a les munitions, les pièces détachées, la formation. Et la formation, il faut former, ce sont des formations en continu en plus, parce que les hommes bougent d'affectation. Il faut reformer, par exemple, des pilotes de chars, il faut reformer des pilotes d'avion, très souvent. C'est ce qui coûte le plus cher. Il faut savoir que dans la vente d'un système d'armes, la formation d'un pilote, par exemple, est extrêmement coûteuse. Peut-être pas autant que la plateforme elle-même, ça dépend ensuite des pays. Donc, je pense qu'il y a peut-être aussi des moyens de conserver notre souveraineté si vous avez employé ce terme. Pas l'air convaincu. Je ne suis pas aussi convaincu. Et par ailleurs, un fait m'inquiète, c'est le monde a changé d'une certaine façon avec l'entrée en vigueur en décembre 2014 du traité sur le commerce des armes. C'est un traité qui a été signé, ratifié par la France et un certain nombre d'autres pays d'importants producteurs d'armes, et qui vise à rééquilibrer le commerce des armes, en incitant les États à prendre en compte, lorsqu'ils vendent des armes, le risque que ces armes puissent servir à commettre des violations graves des droits de l'homme. Oui, et puis s'atterrir aussi dans des mains qui, à la base, n'étaient pas les mains prévues.
plus. Tout à fait. Comme ça a pu arriver en Syrie avec le parachutage des armes par les Américains, et c'est tombé entre les mains de groupes État islamique, s'il n'était pas prévu à la base. Mais il y a plein de cas comme ça. On peut également parler de missiles Milan qu'on retrouve dans les mains de Daesh, qui auraient été fournis par les Français à des rebelles en Syrie. L'Arabie Saoudite, sachons-le aussi, fait partie des premiers exportateurs, des 50 premiers exportateurs au monde, de réexportateurs. Donc ils achètent, mais ils revendent aussi, ils réexportent. Mais ce que je voulais dire au départ, c'est que le paradigme a changé. Aujourd'hui, on ne peut plus vendre des armes comme on le vendait à l'époque de la guerre froide ou juste après. Et d'ailleurs, on le voit, il y a un phénomène de judiciarisation de plus en plus fort. Au Royaume-Uni, des ONG sont mobilisées et ont engagé une action en justice pour contester les ventes d'armes du Royaume-Uni à l'Arabie Saoudite. Vous avez la même chose au Canada en ce moment pour dénoncer un contrat de vente de blindés. En France, vous avez une famille palestinienne qui a porté plainte contre un industriel français du fait de la présence de composants dans un missile utilisé dans une attaque en 2014. Aux Pays-Bas, une action en justice est également menée par des ONG pour contester la légalité des ventes d'armes des Pays-Bas au Royaume saoudien. Donc on voit que les choses ne sont plus identiques. Ce genre d'action était inimaginable il y a quelques années. Aujourd'hui, clairement, la question des ventes d'armes est rentrée dans le débat. Et aujourd'hui, les États qui continuent à vendre des armes en assurant finalement une surenchère de l'insécurité et de l'instabilité, parce que tout le monde le sait, c'est une la palissade de le dire, les armes n'ont jamais résolu les questions de sécurité et encore moins de paix. La paix ne se gagne pas que très rarement il y a l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, mais bien sûr. Non, il y a la dissuasion aussi, la dissuasion nucléaire, mais la dissuasion conventionnelle, ça a pu marcher. Dans certains cas. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que, encore une fois, les civils payent le prix fort. Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que malheureusement, est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait ces dommages collatéraux, puisque finalement ce sont des dommages collatéraux, les civils, puisque ils se retrouvent... Non. Alors, un dommage collatéral, on va dire que ça va être une erreur d'appréciation de la distance de la cible par rapport à une zone civile. Quand au Yémen, vous avez des mosquées, des écoles qui sont délibérément ciblées dans le cadre d'attaques aériennes ou d'attaques terrestres, ce n'est plus des dommages collatéraux. Ce sont des assassinats purs et simples. Ça dépend quelle est la stratégie développée aussi par les rebelles. Saoudite ou par les rebelles dans ce cas-là. Nous, typiquement, lorsqu'en 1999, l'OTAN est intervenue en Serbie, il y avait très clairement, c'était des chars et des militaires qui étaient mis exprès dans les écoles, dans les hôpitaux, pour éviter, justement, dans les lieux de culte, pour éviter qu'ils ne soient bombardés. Alors après, peut-être que là où nous nous sommes abstenus, d'autres n'ont peut-être pas la même philosophie. Oui, mais c'est vrai qu'on se dit que la stratégie n'est pas censée viser des civils, même si, ça fait partie peut-être d'une stratégie de certains pays. Viser des civils délibérément. Pour ce qui est des puissances occidentales, je crois que non. Sinon, ça m'inquiéterait énormément, à la fois sur mon pays et sur ses valeurs. Donc, non, j'ai pas de doute par rapport à ça. Après, je rappelle un petit peu le contexte de ce Yémen, qui est un pays en guerre civile. Un pays surarmé, où les populations, c'est même parfois très difficile de parler, de distinguer un civil d'un combattant, qui n'est pas forcément en plus un militaire, vu qu'il va faire partie d'une milice. Mais le civil qui a une Kalachnikov chez lui peut être identifié comme une menace. Alors après, c'est tout le travail du renseignement. Est-ce qu'il y a une faillite aussi dans le renseignement du côté saoudien? C'est une question qu'on pourrait se poser. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas d'avoir été avec nous et d'avoir participé à ce débat.